Une Française et une Suisse qui ont choisi la liberté totale, pas de boss, pas de réveil, pas de bureau. On a tout plaqué pour vivre de nos business à Bangkok et on a vite compris que la liberté, c'est pas que du soleil et des smoothies. Bienvenue dans notre podcast Bangkok sans filtre, l'envers du business au féminin. Le podcast où on parle vrai et sans filtre de la vie d'entrepreneur. Je suis Elodie, coach business en ligne et j'accompagne les femmes salariées à lancer leur business en ligne sans quitter leur job. Et moi, je suis Julia, créatrice de voyages sur mesure. J'ai créé Imprudence des voyages et également la première académie francophone de créateurs de voyages sur mesure. On a créé ce podcast ensemble parce qu'on en avait marre des histoires trop parfaites et des « je suis millionnaire en 6 mois ». On veut partager le vrai, les galères, les doutes, les victoires, les stratégies qui marchent vraiment. Et surtout, comment on fait pour se soutenir mutuellement en tant qu'entrepreneur. Le thème du jour, aujourd'hui pour ce deuxième épisode, on va parler de ce que tout le monde nous demande en privé, la vraie vie de personnes qui vivent hors de leur pays. Entrepreneur à Bangkok, le rêve vs la réalité, les visas, l'argent, la productivité et surtout si ça aide vraiment à scaler son business en ligne. On va tout vous raconter sans filtre, les galères administratives, les surprises financières, le moment où on s'est senti seul et pourquoi on a choisi cette destination. Accrochez-vous, ça va être honnête. Allez, let's go. Ok, je commence. Dis-moi Julia, le premier moment où tu as envisagé de partir à Bangkok, c'était quand? Eh bien, c'était l'année dernière. C'était, je dirais, janvier 2025, si je dis pas de bêtises, oui. 2025. 2025. Ouais, c'est ça. C'était donc à La Réunion, pour ceux qui ont suivi le premier épisode, où j'expliquais que la première fois que je suis partie de France, c'était pas en Thaïlande, mais à La Réunion. Ça s'est fait très rapidement. J'avais pensé donc à Bali, et finalement... on a pris un aller simple pour la Thaïlande, à Bangkok directement. Surtout que je cherchais une ville, une vraie ville en fait, avec tous les services nécessaires qui me permettraient d'avoir la vie facile en tant qu'entrepreneur. Donc, par exemple, quand tu es entrepreneur et que tu travailles très tard le soir, surtout quand tu es loin de la France et que tu as le décalage horaire, des fois tu as besoin d'avoir des restaurants ou quoi qui soient ouverts la nuit, des fois à 3h du matin. Et Bangkok cochait ce genre de cases, donc voilà. Et toi? Nous, ça a plutôt été le coup de cœur. Quand on est parti de la Suisse et de l'Allemagne, du coup, avec mon chéri, on s'est dit, on va s'arrêter à quelque part, on sait pas encore où. Et en fait, Bangkok, on n'a même pas eu besoin de réfléchir l'un et l'autre directement, nous, sans qu'on le dise, c'était directement, mais on a envie de rester à Bangkok. C'était vraiment ça. Au départ, c'était vraiment coup de cœur. Alors, on s'est senti vraiment à la maison. Il y avait pas mal de destinations qu'on a fait, autant Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines. Alors, on pensait aussi vraiment tomber un peu amoureux de Bali, parce qu'il y avait un peu cette vibe de tout le monde part à Bali, etc. Et on avait vraiment pensé que Bali, c'était quelque chose pour nous. Et finalement, pas trop. C'était vraiment la Thaïlande directement. Bangkok, d'abord coup de cœur. C'était vraiment coup de cœur où on s'est dit, en fait, on se sent trop à la maison ici. Qu'est-ce qui t'a attiré le plus dans l'idée de venir en Thaïlande? Je pense que ça venait aussi d'Alex. C'est lui vraiment, à chaque fois qu'on était encore en Europe, qui me disait, parce que lui il est déjà venu plus d'une fois, il y a son frère qui a habité ici, il est déjà venu une dizaine de fois et il me parlait tellement, il me parlait tellement de la Thaïlande, il me parlait tellement de la Thaïlande en disant que c'est déjà sa deuxième maison, il se sentait trop bien ici. Mais lui-même il pensait pas s'installer là. C'était plus, j'ai envie de te montrer la Thaïlande parce que je la connais super bien, tous les endroits, etc. Et c'était vraiment ça un peu lui qui en parlait. Comme tu dis, c'est une grande ville, il y a tout qui est à proximité, il y a tout qui est à disposition. Mais le service, rien que le service, tu peux avoir tout ce que tu veux à n'importe quelle heure, même dans notre condo, dans notre immeuble, de pouvoir vraiment avoir accès aux salles de sport, les salles pour travailler, il y a tout qui est à disposition. En fait, c'est la simplicité. T'as pas de problème que tu pourras avoir peut-être d'où je viens. Il n'y a pas de problème parce qu'on est hyper bien à la campagne, mais justement, si tu veux commander un truc ou quoi que ce soit, c'est pas forcément possible à toutes les heures. Et surtout, quand tu travailles au départ sur ton business, t'as beaucoup de choses à faire, de pouvoir commander à manger sans te poser de questions. Le service en général qui est super accessible. Je suis d'accord. En plus, je trouve qu'en plus du service où tu trouves énormément de choses, c'est très rapide. Et ça, c'est quand même incroyable. Tu te dis, la ville, elle est immense et pourtant le rapide il est excellent. Même en termes de service, moi, je trouve ça fascinant de voir tout ce qu'on peut faire à Bangkok. En fait, t'as tellement d'expériences de dingue à faire, truc tout bête. Tu veux aller dans un parc aquatique? Il y a à Bangkok. On en a trouvé un tout en haut d'un centre commercial. Et un vrai parc aquatique avec des grands toboggans. Enfin, tu te dis, mais c'est la ville de la démesure. En fait, tout semble possible ici. Tu veux faire du karting, tu peux faire du karting. C'est hallucinant. Tu veux faire des cours d'équitation, il y a des centres équestres dans Bangkok. Je te dis, il y a vraiment tout. Avant de venir ici, moi, je m'imaginais pas quand même ce serait aussi riche sur place.
place. Je savais que ça serait plus simple que La Réunion, forcément, parce que La Réunion, c'est une île, ça vit comme une île, voilà. C'est assez chill. Mais à ce point-là, je trouve qu'on est quand même bien servi. Et quand on revient en France, moi, quand j'étais rentrée en France, là, en février, ça m'a fait bizarre. Hein. Moi, j'ai eu le réflexe de vouloir commander un Grab. En fait, j'étais dans ma famille, et puis je me suis dit, je vais aller là. Et puis, j'ouvre mon appli, et je suis là, genre, mais comment on fait pour... Mais attends, faut prendre le bus. Enfin, ouais, j'étais en mode, mais ça va me prendre tellement de temps. Et puis, je commence à voir les horaires, les arrêts et tout. Je me dis, bon, laisse tomber, vas-y, je vais rester là. Ou pareil, tu veux faire un truc, c'est fermé. Tout est fermé. J'avais l'impression que tout était tout le temps fermé. C'était horrible. Donc, c'était... Ouais, ça m'a fait un gros choc. Et je me suis dit, ah oui, on est vraiment, vraiment bien à Bangkok là-dessus. Autre chose, c'est les services médicaux ici. C'est incroyable à quel point on a de la chance. Alors, les gens vont dire, oui, mais vous payez les services médicaux. Mais déjà, vous payez. La mutuelle et tout, vous la payez. Donc, faut arrêter de dire que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Vous le payez tous les jours. C'est juste que... Enfin, tous les mois. C'est juste qu'on ne le voit pas. Mais c'est payé. Hein. Bien sûr, vous payez la sécu, vous payez tout. Donc, nous aussi, on paye. Après, moi, je trouve que je paye vraiment pas cher en plus mon assurance. Et surtout, en fait, moi, ce qui me surprend à chaque fois, c'est la rapidité avec laquelle on va t'ausculter, on va te faire passer des examens, etc. Et à quel point c'est fait en profondeur. Ils ont d'ailleurs, à Bangkok, je crois qu'on a un des meilleurs hôpitaux du monde, donc c'est quand même pas mal. Tu y vas, t'es pris direct. Tu veux une IRM, dans la journée t'as ton IRM. T'as pas besoin d'attendre ou quoi que ce soit. J'ai été une fois à l'hôpital et la qualité aussi, le service. J'avais rendez-vous pour un IRM de contrôle. On m'a amené en fait d'une clinique à une autre en taxi. Il n'y a pas eu de frais supplémentaires. Ils m'ont appelé un chauffeur. Ils m'ont donné le numéro du chauffeur pour le retour. On t'apporte une boisson. Enfin, c'est un truc. Ouais, la petite bouteille. Enfin, c'est un service qui est juste incroyable. Alors contrairement à toi, du coup, moi j'ai encore toutes mes assurances en Suisse. On pense changer tout ça parce que c'est vite compliqué quand il n'y a pas d'urgence et que tu as peut-être des contrôles. J'avais des contrôles à faire et que tu n'as pas cette urgence. Il y a toujours un petit peu cette bagarre avec les assurances, c'est ce qu'ils prennent ou pas en charge. Donc on voulait vraiment, dès qu'on revient, de pouvoir faire ces assurances directement ici aussi. Moi, je te conseille de passer par une courtière, enfin un courtier. Ouais. Moi, je suis passée par ma courtière pour faire toute la partie assurance parce que j'y comprenais rien. Forcément, t'as tellement de trucs. Et je lui ai expliqué mes antécédents médicaux, etc. Et c'est elle qui m'a dit, celle-ci, c'est celle qui convient le mieux. Voilà. Après, moi, ça me dérange vraiment pas de payer pour aller chez le médecin ou pour passer une échographie. Enfin, je trouve ça normal de payer ce service. Enfin, ça me choque pas. C'est juste qu'en France, on a été mal éduqués à ce niveau-là et qu'on pense que c'est normal de ne pas payer et d'avoir tout gratuitement. Mais en fait, c'est aussi normal de régler les frais médicaux. Enfin, c'est leur travail. Et j'ai encore eu un exemple il y a pas longtemps. Là, je suis partie chez le dentiste la semaine dernière pour faire un petit détartrage annuel. Donc, je vais chez mon petit dentiste et pareil, ça c'est un truc en France, mais jamais ça pourrait se passer comme ça. J'arrive, pas de rendez-vous, juste samedi 11h, je me pointe, je dis bonjour, je voudrais squalling et tout. On me dit ok, mettez votre nom, prénom, dans 10 minutes c'est ok, on vous prend. C'est incroyable. Et c'est tellement nerveux. Et en plus, le dentiste, un petit papy taille j'étais venue le voir il y a 6 mois, donc parce que je fais tous les 6 mois, et il m'a reconnu. Il m'a dit « Oh, mais c'est vous qui avez mis un bon avis sur Google, merci beaucoup !» Genre, il était tellement content. Il me dit « Vous vous souvenez de moi ?» Je dis « Bien sûr que je me souviens de vous !» Ouais, non, franchement, c'est génial d'avoir ce service. Et puis, et en plus, il le fait à fond, vraiment. Il prend son temps pour te faire un bon détartrage, vraiment. Et j'ai rien à redire sur le service médical ici, c'est exceptionnel. Et c'est vrai que c'est même pas que dans le service médical, c'est partout. Et c'est pas qu'ils le font, qu'ils disent bonjour, qu'ils prennent soin de toi parce qu'ils doivent, parce qu'ils sont payés pour ça, mais parce qu'ils sont heureux de le faire. Je sais pas comment expliquer, il y a cette envie chez eux, même typiquement, ou de te laisser passer, de tenir la porte, mais encore aussi entre eux, mais entre tout le monde ici, finalement. Pas de différence, il y a tout le monde ils vivent en fait les uns pour les autres et pas les uns contre les autres. Dans le service, on le voit encore beaucoup plus, même quand c'est, comme tu dis, soit le service médical. J'avais aussi fait un détartrage une fois, j'étais arrivée, j'avais un rendez-vous dans l'après-midi. Des fois, même le conducteur, ton Grab qui arrive, hyper content de faire ça, de venir te chercher, t'amener à quelque part, et te demande comment tu vas, d'où tu viens. Enfin, je trouve que la population ici, ils
Ils sont Grave. incroyables. Ouais. Incroyables, ouais. Juste un simple chauffeur, tu sais, je sais pas, tu vas sentir qu'il est heureux de le faire, mais il y a eu plein de fois où les chauffeurs, ils ont commencé à me taper la discute, à la fin, ils me checkent, tu vois, genre, on rigole, enfin, tu te dis, mais genre, c'est devenu notre normalité, mais faut pas oublier qu'en Europe, de manière générale, ce genre de service, enfin, Pas partout, oui, c'est pas comme ça, enfin, c'est pas autant la joie de vivre, Ouais. voilà. Après, on dit que la Thaïlande, c'est le pays du sourire, c'est C'est vrai, vrai. c'est vrai, oui. C'est aussi pour ça qu'on avait eu vraiment ce coup de cœur directement je disais avant, de se sentir à la maison, mais c'est parce que les gens ici font aussi tout pour. C'est vraiment de se sentir à la maison, la bienvenue en fait, c'est vraiment ça. bienvenue. Ouais. Avant de venir ici, Julia, c'était quoi ta plus grosse peur par rapport à la Thaïlande? Moi, c'était une seule, c'était la nourriture. Comme toi, oui, oui, comme toi, parce que j'avais encore cette croyance, je pensais que l'Asie, de manière générale, c'est vraiment que de la nourriture asiatique, parce qu'en Malaisie, c'était que ça, au Vietnam, c'était que ça, quand j'étais partie au Japon, ça date d'il y a 10 ans, mais c'était que ça aussi, il n'y avait pas de... Je crois qu'il y avait un McDo à Tokyo, et c'est tout. D'ailleurs, qui est très connu. Après, je pense que depuis, ça a bien changé, mais j'avais vraiment cette peur de me dire que j'allais bouffer asiatique tous les jours. Bon, c'est cool, j'aime bien les sushis, ça fait partie de ma nourriture préférée. J'ai encore fait buffet à volonté sushi tout à l'heure. Voilà quoi, j'aime bien aussi varier un peu, manger italien, manger français, manger indien, enfin, voilà, Avoir varier. le choix. Exact. Et je me suis rendu compte très très rapidement en arrivant ici que je m'étais fait des grosses idées, j'avais des gros clichés en tête parce que Bangkok, c'est une ville vraiment, vous n'imaginez pas tous les restaurants français qu'il y a et tenus par des Français qui cuisinent français, donc on mange vraiment comme en France. Et ça, je suis extrêmement surprise, au bon sens, de découvrir ça. Alors évidemment, ce ne seront pas les prix taille, ce sont des prix, voilà, tu vas payer 10 euros ton plat, mais ça reste que 10 euros quand même. Voilà. Enfin, ça peut être un peu plus cher, mais ça reste des prix corrects. Dans tous les cas, quand on veut vivre dans un pays, quand on veut partir de son pays pour vivre ailleurs, il faut quand même avoir les moyens aussi de vivre. Parce que les gens qui disent je vais aller vivre à Bali parce que c'est 1 euro le plat, c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on doit partir. C'est pas parce que c'est moins cher. Il faut avoir quand même d'autres envies de pourquoi partir. Parce que si tu veux vivre à la taille, c'est possible, mais tu vas t'en lasser très vite, quoi. C'est ça, et puis tu vas avoir soit des appartements, soit une qualité de vie qui sera pas forcément très saine, parce que oui, tu peux manger pour 1,50 € dans la rue, mais après, c'est des plats, bah, comme tu disais, qui sont très très bons, ils sont incroyables, mais ça va être répétitif, ça va pas forcément être sain, tu n'auras pas forcément de légumes, de fruits. Il y a un peu ce mythe de bah, je vais partir à l'étranger, enfin en tout cas en Asie pour économiser. Alors oui, tu économises dans le sens tu vas quand même payer moins cher, mais si tu veux une qualité de vie qui est quand même saine, et ça je m'en suis rendu compte aussi au tout début de mon business où vraiment je faisais attention à chaque centime, je me rendais compte que ma vie n'était pas forcément saine dans ce que je mangeais, etc. Parce que ben, je faisais attention à tout par rapport à l'argent. Au départ, on fait un peu attention. Forcément. Et ben, du coup, même ici, finalement, tu as quand même besoin d'avoir ben, une bonne rentrée d'argent, de pouvoir bien vivre pour avoir une qualité de vie qui est saine. Donc, je comprends aussi par rapport à ta peur de la nourriture, mais du coup, tu n'avais pas besoin finalement d'avoir peur. Bah oui, et tant mieux, et vraiment je suis très contente de ça, et c'est ce qui m'a fait rester. C'est le fait de voir qu'en fait c'est tellement varié, et je peux manger français quand j'en ai envie. D'ailleurs, quand je suis revenue en France là début d'année, j'avais vraiment hâte de revenir en France pour manger dans mes restos préférés, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un peu fantasmé mes anciens restaurants. Fantasmé, oui, alors peut-être que mes goûts ont changé aussi. À force de rester en Asie, tu sais, tes goûts changent. Par exemple, je pense qu'on doit moins sentir le sucre parce que beaucoup de choses sont très sucrées ici, tu sais, ce genre de choses. Mais en tout cas, quand je suis rentrée, alors déjà, premier choc culturel, je m'y attendais pas, c'est qu'en fait, en France, les proportions sont énormissimes. Par rapport à ici. Ça, j'étais plus habituée. Moi, je suis habituée ici à prendre entrée, plat, dessert, à réussir à plus ou moins tout manger. Des fois, non. Des fois, voilà, je garde le dessert pour la maison. Mais alors, en France, pas à manger la moitié du plat. Genre, j'étais bloquée à la moitié. Et même, monsieur, ma mère, elle m'a dit, mais je te reconnais plus. Avant, tu pouvais manger 2 plats comme ça. Je fais, ouais, maman, mais là, C'est les habitudes qui mon- changent. ah ouais, mon estomac, il est rempli. Et deuxième choc que j'ai eu, c'est qu'en fait, vraiment, j'avais fantasmé le goût de la nourriture, ou mes goûts ont changé, je ne sais pas. Mais en tout cas, en fait, je me suis rendu compte que ça me manquait pas tant que ça. Et en plus de ça, j'ai eu des crampes intestinales pas possibles. Parce qu'en fait, la nourriture que j'avais mangée était, je pense, trop grasse. Après, j'avais pris des tartes au maroilles aussi, donc...
Et voilà, c'est un peu ma faute. Mais moi, je viens du Nord, alors forcément, dès que je rentre, voilà, c'est tarte au marron. Mais je pense que mon intestin est plus du tout habitué à autant de gras. Et en fait, j'ai eu une intoxication alimentaire dans mon propre pays. Alors que je suis censée être habituée. Et quand je reviens ici, tout va bien. Mon microbiote intestinal, il n'y a aucun souci, il est habitué. Mais c'est ça, c'est dingue. Hein. Donc voilà, pour ça, un conseil que je peux donner à ceux qui veulent partir, se loger à l'étranger, on va dire, pendant un temps, ou en Asie, surtout à Bangkok, parce qu'on va parler que de Bangkok, n'ayez pas peur pour la nourriture. Vous allez vraiment trouver une variété dingue de restaurants ici. Faut pas se braquer par rapport à ça. Et il y a, je trouve, des restaurants ici qui sont même meilleurs que ce que j'ai pu manger en France. Donc, Je pense que le seul point que j'ai à redire sur la nourriture, c'est le fromage, enfin les produits laitiers. Parce que du coup, venant de Suisse, le gruyère, vacherin, quelque chose, tu vois, c'est la tradition chez nous qu'on en trouve. Bon, ça va pas être le fromage qu'on a vraiment en Suisse. Supermarché pour les femmes. Voilà, exactement. Mais du coup, voilà, c'est ce que je voulais dire. On en trouve, mais pour un 100 grammes de gruyère, j'avais payé, je crois, 10 ou 12 euros. Donc ça, c'est le petit point que j'ai à redire, parce qu'on trouve de tout. Tout est incroyable, mais le fromage, c'est quelque chose qui me manque. Je sais que la dernière fois, ma maman, elle m'en a ramené. C'était le plaisir du mois. C'était le plaisir du mois. C'est vrai que les produits laitiers, pas que le fromage, mais aussi même, je sais pas, de la feta ou d'autres choses, c'est un peu plus cher. Peut-être le seul point, autrement, vraiment, n'ayez pas peur. Bœuf d'Australie aussi. Il est un peu, c'est pas le même goût que chez nous. Moi, je le ressens quand même vachement. Adrien aussi, il m'en parle à chaque fois. Il me dit c'est dur de trouver des burgers avec un bœuf comme chez nous. La viande, ouais. Ouais. Après, bon, c'est du bœuf d'Australie, ça se mange aussi bien, mais le goût est un peu différent. C'est faut s'y habituer. Donc, Elodie, pourquoi Bangkok plutôt que Chiang Mai, Phuket ou Bali? Dis-moi un peu plus en détail si déjà tu as testé toutes ces destinations. Alors, on les a toutes faites sauf de Chiang Mai. On voulait aller le mois prochain. Bangkok, qui a été d'abord un coup de cœur, mais après aussi un petit peu stratégique parce que, bon, tout ce qui est Phuket, très festif aussi dans certains endroits et nous, on n'avait pas forcément envie d'avoir constamment une île ou un endroit de fête. Alors, on adore faire la fête, mais de ne pas avoir forcément que ça, hyper touristique, etc. Et c'est vrai que Bangkok aussi, on est à 4 heures de taxi de Koh Chang. Koh Chang, c'est aussi notre île coup de cœur. Ouais, faut que tu y ailles. Vraiment, c'est assez incroyable. C'est plus calme que certaines îles, mais franchement, ça vaut la peine. Et justement, Bangkok, qui était d'abord un coup de cœur, mais après stratégique, parce que en quelques heures, et en plus pas forcément cher. On avait payé, je crois, 20 euros pour 4 heures de taxi, le ferry. T'arrives directement en taxi privé à ton hôtel. Enfin, c'est vraiment pas cher. C'est encore assez accessible aussi, c'est pas très long. Et du coup, en fait, tu pouvais, quand tu veux, partir un week-end, une semaine. Bangkok, je trouve que c'est quand même près de tout. Partir partout, même à Koh Samui, Koh Phangan. Donc, c'était d'abord un coup de cœur, mais plutôt stratégique, parce qu'au bout d'un moment, on a besoin d'une ville. On a besoin d'une ville, on a hésité à vivre à Koh Samui. À prendre un appart ou une maison là-bas. Mais on s'est dit, je pense que la plage, ça va nous gaver au bout d'un moment. Alors, on préfère prendre ça pour, on va dire, les vacances, pour le week-end. Et du coup, Bangkok, c'était l'idéal parce qu'en quelques heures, même si tu vas aller plus loin, un peu dans le sud, t'as des vols en 1h30 et vraiment pas cher, tu peux être là-bas. Et ben avec Koh Chang, qui est vraiment notre île, on adore aller pour juste un week-end ou quelques jours. On y est vraiment vite. Donc en fait, ouais, c'est vraiment le centre. Et vous, pourquoi Bangkok plutôt qu'une île ou une autre destination? C'est un peu pareil que toi. La raison, vraiment, surtout ayant vécu un long moment à La Réunion, où on a vu ce que c'était d'être sur une île et on a vu toutes les contraintes. Et la première contrainte pour moi qui était vraiment pénible, c'était de ne pas pouvoir voyager autant que ce que je voulais. Surtout que La Réunion, pour le coup, c'est un aéroport national, donc il y a très peu de destinations. Elle coûte très très cher, c'est vraiment extrêmement cher. Pour aller à Maurice, où tu n'as que 30 minutes de vol, c'est 200 euros le billet d'avion. L'aller, hein, et son bagage, bien sûr. Moi aussi, il me fallait un endroit, une ville où il y a beaucoup de choses et où on peut partir facilement partout, dû à mon travail aussi, parce que j'ai besoin de tout le temps tester plein de nouvelles expériences, plein de nouvelles destinations, de pouvoir aller voir mes partenaires très rapidement à droite à gauche, aller voir mes équipes. Et Bangkok, oui, correspondait. Et également, je pense que toi aussi, peut-être, t'as dû y penser, surtout par rapport au calage horaire, par rapport à la France, qui est mieux qu'à Bali, parce que Bali, moi, 7 heures, je peux pas les tenir. Je vais foutre en l'air mes journées, en fait, et comme toutes les deux, en plus, on est du matin, on peut pas travailler jusqu'à 4 heures du mat et reprendre à 8 heures. Enfin, moi, si je fais des grasses mat jusqu'à midi,
dis, j'ai l'impression d'avoir perdu ma journée en fait. Bangkok, c'est bien, 5-6 heures, c'est mon maximum. Ça nous permet d'avoir nos matinées, de profiter. Voilà, ce matin, j'étais avec les copines, on a fait un buffet ensemble. Si on n'avait pas ce décalage horaire, on ne pourrait pas le faire. C'est vrai que comparé à peut-être une plage ou une plus petite ville, comme on parlait avant, tout est accessible, tu as tout rapidement et au bout d'un moment, tu as juste besoin, petite pièce, j'ai besoin d'un adaptateur pour mon téléphone que tu trouverais pas forcément sur une île et tu dois retourner sur Bangkok ou attendre le mois prochain parce que tu y vas. Donc c'est vrai aussi, tu as aussi un petit peu l'avantage à être dans une grande ville où il y a vraiment tout. Si tu te poses pas de questions, tout est là si vraiment tu as une galère. Même pour, je sais pas, genre j'ai besoin d'un balai, je commande sur Grab un balai. Ouais, Je me pose pas la question, je me dis, ok, alors tu notes balai dans la barre de recherche et tu commandes et 1 heure plus tard, tu as un balai qui arrive en bas de ton condo et c'est ok. Et en attendant, toi, tu t'es pas emmerdé à descendre, à partir chercher un balai dans un magasin, peut-être faire un deuxième magasin parce que t'as pas trouvé le balai que tu voulais, à perdre énormément de temps. Et ça, en vrai, quand on est entrepreneur, optimiser son temps comme ça. Et la charge mentale. Oui, charge plus optimisation du temps, c'est incroyable. Ouais, est-ce que je peux trouver ça? Ouais. La charge mentale, elle est pas là. Comme tu disais, tu veux quelque chose, tu le Tu- commandes, ou en tu tout le cas, trouves. tu arrives directement à trouver et rapidement. Il y a beaucoup de personnes qui fantasment un petit peu sur le fait de vivre à l'étranger et la réalité une fois sur place. Est-ce que toi, tu as remarqué ce décalage de ce que tu avais en tête et ce qui est vraiment la réalité? Mais je vais revenir sur un sujet, et je pense que c'est vraiment important qu'on l'aborde, c'est l'argent. En fait, beaucoup de personnes pensent qu'en partant vivre à l'étranger, alors il y a l'argent et régler ses problèmes. Mais surtout, déjà dans un premier temps, la plupart des gens pensent qu'en partant, surtout en Asie, ça va être beaucoup moins cher. Et ça, c'est le piège numéro 1 dans lequel tombent énormément de personnes. Moi, je l'ai vu dans un premier temps quand on était à La Réunion, parce que je vois énormément de jeunes, et pendant qu'on y était, on a vu énormément de jeunes qui venaient à La Réunion. On les appelait les Réunions Express. C'est des jeunes qui viennent, qui ont quelques économies, qui pensent que ça va être simple, qui vont trouver un boulot, qui vont trouver un appart. Sauf que La Réunion, ça coûte super cher, c'est 30% plus cher qu'en France. Trouver un appart, c'est de plus en plus compliqué parce qu'ils vont être bientôt 1 million sur l'île. Donc ça fait quand même beaucoup de monde et pas beaucoup de logements à côté. Et pareil pour les voitures, trouver une voiture, c'est très compliqué. Tout est extrêmement cher et du coup, donc on les appelait les Réunions Express parce qu'en fait, ils cramaient toutes leurs économies. Ils trouvaient des petits jobs pourris, mais ça permettait pas de vivre. Et ils survivaient comme ils pouvaient. Puis au bout de 6-8 mois, ils rentraient parce qu'ils se rendaient compte que la vie d'expat, c'était pas aussi simple que ça. Et alors en Asie, c'est un peu plus mesquin parce qu'au début, t'as vraiment l'impression que c'est moins cher. Au début, quand tu vois les prix, quand tu vois les trucs sur les réseaux en mode « Ah, je mange pour 2 € ici », etc. Sauf qu'il faut pas oublier que les gens qui disent que l'Asie, c'est pas cher, c'est souvent des backpackers et des touristes. Et nous, on ne vit pas comme des backpackers et des touristes ici. La plupart des gens qui vont vivre à Bangkok, c'est des gens qui vont vouloir élever leur niveau de vie, qui vont vouloir quand même bien manger, qui vont vouloir avoir des belles choses, voilà, avoir je sais pas, une belle moto, une belle voiture, tout ce que tu veux, un bel appart. Et par exemple, à Bangkok, l'énorme piège, c'est de croire que les beaux apparts, c'est pas cher. Parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ah oui, vous pouvez avoir des très beaux apparts pas chers, mais c'est des cages à lapins. Ouais. Voilà, c'est du 20-30 mètres carrés et c'est ça qu'on montre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceurs qui montrent pas vraiment que c'est des cages à lapins, mais quand tu connais Bangkok, tu les remarques. Ou alors, c'est extrêmement mal localisé. Donc, c'est à Rama 9, après Rama 3, tu sais, c'est vraiment loin. Si tu veux un beau condo avec des communs de malades, avec un bel appart, un grand appart, voilà. Là, tu peux tabler facilement les 3 000 € par mois. Donc, ça reste un budget. Alors, évidemment, les services, quand même, sont exceptionnels. Pour 3 000 € à Paris, t'aurais pas une piscine sur le toit et une salle de muscu. Ça, 3 000 €, t'aurais un appart, mais t'aurais pas tous les services qu'on a. Ça reste un budget. Et ça, c'est un énorme piège de croire qu'avec 1 000 € par mois, on peut vivre comme un roi en Asie. Et c'est pour ça qu'après, moi, j'appelle ça des Réunions Express, des Bali Express. Il y a énormément de gens à Bali aussi qui sont comme ça. Mon beau-frère qui y vit, il m'en parle très souvent. Des gens qui arrivent au chômage, pareil, qui crament tout leur chômage, qui sont en coloc dans les villas. Alors, ils montrent que c'est des villas, ça rend bien sur les réseaux, ils montrent pas qu'ils sont en coloc. Donc ça, c'est autre chose quand même. Parce que entre avoir sa propre villa et être en coloc dans une villa, il y a quand même une petite différence. Voilà. Puis ils crament, pareil, ils arrivent pas à monter leur business, ils crament, comme ils voient les plats 1 € partout, ils arrivent pas à investir, ils arrivent pas à penser business, et ils reviennent en France ou en Europe de manière générale. Et donc ça, pour moi, c'est l'énorme piège. Et le deuxième, c'est simplement que tu as beaucoup de gens, surtout à Bangkok, qui viennent ici
pour fuir leurs problèmes en pensant qu'ils vont régler leurs problèmes une fois sur place. Sauf que si t'avais des problèmes dans ton pays, ils vont pas disparaître en allant ailleurs. Donc il faut d'abord, dans un premier temps, régler ces problèmes et ensuite partir vivre à l'étranger. Parce que ça va jamais les régler de partir. Je te rejoins surtout par rapport au prix. Alors, tu trouveras toujours des apparts à... je me rappelle, on en avait payé un à 600 pour deux, un mois. Mais du coup, c'est vrai, comme tu disais, c'était une cage à lapin. Donc, tu avais la cuisine dans le salon qui était limite dans la salle de bain. Et ça va très bien quand t'es backpack. Oui, voilà. Là, c'était encore la période où on bougeait encore pas mal. Mais autrement, c'est vrai que si tu veux un très bel appart, si tu veux un niveau de vie où tu as aussi des open space qui ont rien que la clim ou une salle de sport qui vaut la peine qu'elle s'appelle salle de sport, parce que tu as toujours salle de sport, piscine, bah faut voir aussi un petit peu la qualité. La localisation aussi, je trouve. La localisation, totalement, Ça, oui. ouais. Moi, je vois la plupart des gens qui mettent en valeur leurs condos, des condos de malades sur les réseaux, je les connais, ces condos, c'est les condos les moins bien placés de Bangkok. C'est des condos où vous avez rien autour. Moi, un des gros critères que j'avais, c'était d'être très bien localisé, d'être à côté de mes 2 salles de danse, d'avoir un 7-Eleven collé à mon condo. C'est réussi aussi. D'avoir la ligne de métro collée, c'est réussi aussi. Tous les points sont collés. Voilà, vraiment, d'être à côté d'un parc, c'est réussi. Franchement, j'étais très compliquée. Mais après, nous, on n'avait pas peur de mettre l'argent qu'il fallait. Moi, j'avais dit à mon agent IMO, nos limites sur le budget, je m'en fiche. Je veux juste que tu réussisses à cocher tous mes critères. Et je sais qu'ils sont compliqués, mes critères, parce que tu avais la localisation, mais il y avait plein de critères dans l'appart, il y avait plein de critères dans le condo. Enfin bref, c'était très, très compliqué, je sais. Mais il faut avoir le budget. Il faut forcément avoir le budget. Donc, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux. Quand vous voyez des condos de malades, etc., souvent, il y a toujours un truc qui va pas derrière. Souvent, c'est soit cage à lapin, localisation. Ne croyez pas à la potion magique de croire que vous allez trouver l'appart de vos rêves pour 600 € en plein Bangkok avec des communs de malades. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'est impossible à trouver. Et dites-vous que d'année en année, les prix augmentent à Bangkok. Moi, je le vois depuis qu'on est arrivé. Bah même là, comme je te disais la dernière fois, donc nous, on n'a pas encore de location à l'année. On aimerait vraiment, après qu'on rentre d'Europe, en prendre une. Pour le moment, on fait du coup 2-3 mois par-ci, par-là. Et même ça, on essaye toujours de regarder quelque chose qui est bien pour nous, aussi avec le prix, de quelque chose qui est bien. Hein. Donc, tu as tes espaces, tu as quand même une deuxième chambre pour travailler, parce qu'aussi, si tu n'as pas d'espace de travail, puis que tu as ton propre business, c'est compliqué. En dessous de 800, 900 €, 900 francs, honnêtement, c'est compliqué de trouver. Et encore, c'est pas l'appart où tu as beaucoup d'espace. Et honnêtement, quand j'avais un appart en Allemagne, je payais le même prix. Donc oui, alors par contre, pour la nourriture, par contre, c'est vrai que les dépenses que tu vas manger, hein, si tu manges un peu plus européen, etc., là, de ce côté-là, peut-être parce qu'aussi j'ai ce côté suisse et que du coup, ça fait encore un peu plus la différence par rapport à la Suisse. Ouais, exactement. Ouais, le coût de la vie est quand même plus élevé, donc pour moi, en tout cas, la nourriture est vraiment moins chère. Mais après, niveau appartement, c'est vrai que j'ai été quand même étonnée. Alors, c'est clair que quand t'es backpack, puis que t'as ton hôtel à 20 €, à 20 francs, parce que tu fais qu'une nuit, et puis que voilà, t'as, je sais pas, un cafard dans la salle de bain, tu t'en fiches un petit peu. Tu t'en fiches, mais quand tu veux vraiment t'installer et vraiment avoir ton confort, puis quelque chose de sain, où t'as ton espace, pas où tu te sens constamment un petit peu en charge mentale, parce que t'as pas ce dont t'as besoin, ouais, il faut quand même mettre le prix. Ça c'est sûr. Nous, on s'était totalement fait avoir comme des débutants, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Quand on arrivait à Bangkok, on était bercés par ce que je voyais sur les réseaux, ce que je vois toujours sur les réseaux qui m'agace au plus haut point, parce que je me suis fait avoir comme une bleue en pensant que j'allais trouver un appart à 400 €, magnifique. Et j'ai vraiment cru ça, et malheureusement, en croyant ça, j'ai passé des semaines et des semaines à aller d'appart en appart et à jamais trouver ce que je voulais, que j'avais donné une limite de prix que j'avais vue sur les réseaux sociaux. Et donc forcément, les agents IMO, les pauvres, ils n'arrivaient pas à m'aider en fait. Pour eux, c'était impossible ce que je leur demandais. Et c'est normal, c'est parce que ce ne sont pas les vrais prix. Donc vraiment, méfiez-vous de tout ce que vous voyez, parce que vous pouvez vous en mordre les doigts après en arrivant ici. C'est ça, parce que c'est pas une catastrophe de repasser un peu, mais c'est une énorme déception, parce que tu pars, tu te dis trop bien, puis tu prévois ton budget aussi pour certains quand tu pars, tu vois. Tu prévois ton budget, et puis si tu arrives là, et puis que tu n'as peut-être pas de sécurité derrière, ou que tu n'as pas encore peut-être de l'argent qui rentre, peu importe, tu tombes de 10 étages. Donc juste bien se renseigner, bien prévoir un budget à la hauteur du niveau de vie que tu veux. Si même pour toi c'est ok de vivre dans une cage à lapin, alors dans ce cas, ça c'est ok, tu pourras trouver quelque chose de pas cher. En fait, si t'es célibataire et que t'as pas besoin de travailler de la maison, oui, tu peux te prendre juste une petite chambre, mais c'est sûr que très rapidement on en a marre. En couple, tu peux pas par contre. C'est ça, surtout que tout le monde a son business, qui fait que on est déjà 24 heures sur 24 ensemble. Si on vit en plus de ça dans une cage à lapin où t'as même pas un minimum espace de travail, tu tiens pas. Même si c'est très moderne, même
si c'est très joli, tu pètes un câble en fait sur la personne. Donc. Élodie, donc aujourd'hui pour vivre à Bangkok, tu utilises quel visa et pourquoi ce choix? J'ai le visa DTV, donc de Digital Nomade. Le basique, c'est un visa de travail pour les 5 prochaines années. On a fait la demande du coup l'année passée au mois de décembre. De base, c'était dans les projets de faire ça, mais pas tout de suite. Comme on était encore un petit peu en voyage, etc., on avait projet de le faire. Puis finalement, il y a eu ce changement de loi justement parce que depuis des années, il y a des backpacks ou des personnes qui viennent ici et qui ressortent tous les 2 mois ou tous les 3 mois, puis qui reviennent. Ils vont juste au Vietnam, ils Oui. reviennent, etc. Mais pourtant, ils vivent ici. Ok. Et jusqu'à l'année passée, c'était autorisé. Donc tu pouvais en fait un nombre illimité de fois ressortir du territoire et revenir. Il n'y avait pas de loi par rapport à ça. Et Non, l'année c'est passée, il y a eu ce restriction. changement, une restriction exactement. Je ne sais pas exactement si c'est une loi, une ordonnance ou je ne sais pas exactement. Mais ils ont changé. Ouais, alors et c'est vrai que du coup l'année passée ça a changé où ils ont enfin, le maximum de sorties d'entrée de territoire c'est 3 fois par année. Et ben, nous, c'était déjà le cas. Et en plus de ça, on s'est dit, ben, on va de toute façon faire Oui. plus que 2 mois dans l'année. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on a choisi de faire le DTV. On est passé par une agence française qui est à Paris. Ok. Exactement. Et on est passé par cette agence qui est à Paris et qui ont fait en fait la demande pour nous. Et par rapport, je ne sais pas si ils veulent savoir un petit peu les prix, mais on avait payé, en tout cas moi, 800 francs, 700 800 francs de visa. Mhm. Et toi, je ne sais pas quel visa tu as, tu as aussi le DTV? DTV Visa, oui, j'ai pareil. Mais par contre, je suis pas passée par une agence. J'ai hésité Ok. parce que comme on connaissait pas, c'était la première fois qu'on faisait ça, on s'est dit, ben, autant passer par une agence. Donc on a contacté une agence et en fait, on n'a pas du tout senti le truc. C'était aussi à peu près ces mêmes prix. Et on s'est dit, vas-y, je sais pas, T'as pas genre, senti le truc? ouais, mauvais feeling. Et on a décidé de le faire par nous-mêmes. Et en fait, c'était super simple. Ouais, je pense que Vraiment, c'est super ça. 350 € le visa, en un mois, c'est réglé. Tu montres patte blanche, alors ils te demandent passeport, ils te demandent quoi, ce que tu fais. Pour avoir le DTV visa, c'est important de préciser, mais il ne faut pas vouloir travailler sur le territoire et prendre le travail d'un taille. Si tu fais ça, tu n'auras pas le DTV visa. Donc il faut montrer que ton business, il est hors Thaïlande, que tes clients, c'est français, voilà, qu'il y a, enfin, autre que Thaï en tout cas, et que tu ne vas pas interférer avec le business en Thaïlande. Donc, tu expliques ce que tu fais. Moi, créatrice de voyage sur mesure, bon, c'est que marché francophone, donc ils n'ont pas posé de questions. Et il faut aussi montrer que tu as 15 000 € sur le compte pendant 3 mois. Enfin, en tout cas, au moment où je l'ai fait, c'était pendant 3 mois pour éviter les petits malins qui vont faire un virement de quelqu'un. Tu sais, de 15 000 €, je sais pas, de maman, papa ou qui que ce soit, sur le compte, montrer directement pour le visa, et puis après, redonner l'argent à la personne en question. C'est vraiment pour éviter ça. Ce qui permet aussi, je trouve, de trier les gens sérieux et pas sérieux qui viennent en Thaïlande. Et ça, je trouve, c'est une très bonne chose. Encore 15 000 €, je trouve qu'ils sont sympas. En fait, ils se disent, avec 15 000 € on peut vivre pour 5 ans en Thaïlande. C'est pour ça qu'ils ont mis 15 000 €. Prévoir la marge. Oui, voilà. Et puis en fait, ça se fait vite, t'envoies les documents et honnêtement, je trouve que t'as pas besoin de passer par une agence pour le Ouais. DTV. Nous, c'est vrai C'est... qu'on était un petit peu en rush parce que du coup, on avait de la famille qui arrivait pour Noël et il fallait vraiment aller vite. Il fallait vraiment aller vite et c'était pour ça aussi, on s'est dit, vas-y, on passe par une agence pour éviter des galères ou des refus ou quoi que ce soit. On était passé par l'agence qui avait fait tout pour nous, exactement, pour sécuriser. Et par rapport au DTV, je pense que chacun a vécu un petit peu des galères ou des histoires. Est-ce que toi, ou alors même les allers-retours, tous les combien de temps il faut ressortir, les documents, qu'est-ce que tu as raconté? Je trouve qu'avec ce visa, il n'y a pas de galère. En tout cas, j'ai pas eu de galère parce que moi, j'ai été acceptée comme ça facilement. Et encore, apparemment, j'ai attendu longtemps parce qu'un mois, c'est beaucoup pour avoir le DTV. Juste, il faut savoir qu'en effet, pour le DTV visa, il faut sortir du territoire. Je crois que c'est tous les 6 mois, si je me trompe pas. Je crois 180 jours. So- Enfin, 180 jours. 180 jours. Mais bon, vu que moi, comme je voyage en permanence, je sors du territoire tous les 2 mois. Donc, j'ai jamais eu ce souci de me dire, mince, il faut que je sorte du territoire. Ou alors, si tu sors pas du territoire, tu dois aller à l'ambassade pour faire des papiers. Mais par contre, à Skip, c'est la galère. Tu passes toute la journée dans le truc. Donc, autant sortir, tu fais un petit week-end à Sagap, au Vietnam, au Chi Minh, Da Nang.
Voilà, et puis tu reviens tranquillement et c'est OK. Si une femme veut venir lancer ou scaler son business en ligne à Bangkok, quel est le parcours visa le plus réaliste et sécurisant selon toi? Bah, ce serait vraiment le DTV. En fait, c'est Oui, le plus pratique. Déjà, c'est ça. dans la paperasse, il n'y a pas énorme. Alors oui, il y a les factures des clients, le fait Oui. que ton activité existe, etc. Ouais. Mais à part ça, il n'y a pas énormément de choses à faire. Montrer que t'es viable. Montrer que tu es viable, montrer que ton entreprise existe. Mais autrement, c'est assez facilement fait. En plus, bah, nous, on l'a fait avec une agence, ça s'est très bien passé. Toi, tu l'as fait seul Toute de ton seule sur côté. Ça, sur Internet. Internet, ça s'est très bien passé. Super simple à comprendre. Mais c'est vrai que ce que je conseillerais, c'est peut-être de le faire avant de partir. Ah oui, bah t'es Parce obligé hein, que, de toute façon. bah justement, en Suisse, j'étais pas obligée d'être en Suisse. Ah bon? Non, c'était Parce bon. que C'était bon. pour J'ai les pu le... Français, t'as pas le droit de le faire sur le territoire thaïlandais. Ouais, alors justement, nous, on était au Vietnam à ce Ah oui, moment-là. oui, tu peux le faire au Vietnam, au Cambodge, C'est etc. ça, exactement. Mais par contre, bah du coup, ils ont pu faire ma demande alors que j'étais pas en Suisse. Pour l'Allemagne, pour Alex, c'était un petit peu différent. Ok. Tu dois être en Allemagne pour faire la demande. Donc, il faut Ok. juste regarder en fonction de ton pays. Mais la France, normalement, comme tu disais, c'était aussi, tu peux le Oui, faire France, il n'y a pas de ailleurs. souci. Mais vraiment, pourquoi pas de le faire juste avant, en plus de s'il y a un problème de pas venir passer maximum 2 mois en Thaïlande, s'il y a un petit souci quand Oui. même, autant l'avoir avant de partir. Oui. Comme ça, en fait, tu arrives, tu peux rester 180 jours, tu peux te prendre ton appart, tu peux faire tes habitudes et tu dois juste ressortir 6 mois plus tard. C'est Et en ça. fait, Puis après, c'est fait. Après, c'est fait, il n'y a pas de pression, peut-être un peu plus comme aux États-Unis. Vraiment, oui. tu passes à la douane, ils contrôlent ton visa, tout est bien contrôlé, tout est bien checké, les documents. Mais il C'est n'y a pas rapide de à galère, chaque mais c'est fois. rapide à À chaque la fois. douane, c'est toujours Exactement. Enfin, rapide. je sais pas comment tu vois le truc, Moi, à toi. chaque fois, quand ils me voient avec mon petit DTV Visa, ils sont là, genre tampon, bye. Enfin, ils Ouais, sont c'est beaucoup ça. moins chiants que les touristes, en fait. Ouais. Parce qu'ils savent, ils se disent, OK, c'est quelqu'un qui est résidente. D'ailleurs, ça me fait penser, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, d'être comme à la maison, je voulais quand même rebondir sur ça, parce que c'est vraiment une nuance qu'il faut avoir en tête quand on arrive en Thaïlande, que certaines personnes n'ont pas forcément en tête, et particulièrement les Français, où on va avoir toujours cette croyance que quand on habite dans un pays, en fait, ça va être chez nous, mais dans le sens où on va le transformer comme chez nous. Je sais pas comment c'est en Suisse, mais et moi j'ai rencontré beaucoup de surtout familles expats qui sont en Thaïlande et qui pensent que ça doit être comme la France. Et en fait, il faut se rendre compte que, et j'ai envie de dire même de manière générale, quand vous vivez dans un pays, la Thaïlande nous accepte. Il faut s'intégrer. Faut s'intégrer et surtout en fait moi ce que j'ai compris depuis le départ en venant vivre ici c'est que ok on se sent comme chez nous, on est bien, les services sont exceptionnels, on est bien accueillis, les Thaïs sont adorables, mais par contre jamais 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 on ne sera considéré comme un Thaï et toujours on restera un Farang et si du jour au lendemain ils veulent que tous les Farangs dégagent, on dégagera tous. Ouais. Et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et dans tous les pays où il y a des Français qui habitent, je pense que c'est plus ou moins comme ça. Par exemple, Dubaï, c'est la même chose. Dubaï, ok, les entrepreneurs sont super contents d'être à Dubaï parce qu'il y a beaucoup d'avantages à vivre à Dubaï, mais la plupart sont aussi totalement conscients que si un jour Dubaï, ils en ont marre je sais pas, des entrepreneurs français, ils dégagent dès les premières minutes qu'ils ont envie de les faire dégager. Et ça, faut aussi avoir en tête ça parce que c'est extrêmement important de comprendre que quand vous habitez dans un pays, vous n'êtes pas chez vous et vous ne serez jamais chez vous, qu'il faut en effet apprendre à connaître la culture, s'immerger et pas se prendre un peu pour des colons où on arrive avec nos gros sabots. Mais malheureusement, moi je vois beaucoup de Français qui sont comme ça et qui deviennent méchants envers les Thaïs parce qu'ils vont pas comprendre le comportement des Thaïs. Les expats ont du mal à comprendre et à assimiler simplement parce qu'il y a un décalage de culture qui n'est pas compris dès le départ. Et qu'il faut accepter, et c'est comme ça, et c'est ok. Mais on sera jamais chez nous, ça sera jamais notre chez nous, et il faut être ok avec ça, dès le départ. Et c'est pour ça que Bali, j'aime pas trop, parce que je trouve que ouais, les Farangs, enfin les Farangs. Les Farangs, ça veut dire blanc, en fait, en thaïlandais, c'est comme ça qu'ils nous appellent les Thaïs. Mais les expats, je trouve qu'ils sont trop en mode colon. Tu vois Canggu, c'est pas Bali. Tu vois Sanur ou Ubud, c'est plus Bali en fait. Et je trouve ça vraiment dommage
Parce que pour moi, c'est pas ça d'habiter dans un pays. Un pays, tu dois t'habituer au pays, tu dois t'habituer à la culture, mais tu dois pas imposer tes normes. Alors, c'est bien, par exemple, qu'il y ait des restaurants français, etc. à Bangkok, tu vois, je le disais, mais ça sera jamais la majorité, ça ne doit pas devenir la majorité, par exemple. Ça doit pas, Non. Et dans tous les cas, je pense que les Thaïs feront barrière parce qu'ils sont ultra nationalistes et ils ont raison de défendre leur culture. Et c'est pour ça, par exemple, aussi que le DTV Visa, tu n'as pas le droit de prendre le travail d'un Thaï. C'est pour protéger les Thaïs. Et c'est super. Je trouve que c'est vraiment ultra important d'avant de venir dans un pays, de se rendre compte que va falloir s'adapter au pays, va falloir pas imposer que ce soit ses croyances, sa manière de vivre, etc. Va falloir comprendre comment le pays fonctionne et vivre avec. Et surtout prendre en considération que si un jour ils veulent qu'on retourne tous en France, parce que par exemple, tu as beaucoup de Français là pour le son de crâne qui ont fait le bordel, tu vois, qui ont fait n'importe quoi avec les Thaïs et ça nous a fait une pub terrible. Moi, j'ai tous mes influenceurs thaïlandais qui parlent français qui en ont parlé et qui étaient vraiment remontés, et je comprends. Bah, si, par exemple, ça continue à dégénérer comme ça, bah, le gouvernement en Thaïlande, il pourrait très bien dire, bon, les Français, vous dégagez de chez nous, en fait. Et on dégagera. Et c'est hyper dommage parce que, comme tu disais, enfin, comme on disait au départ, on se sent à la maison parce qu'on est hyper bien accueillis, on se sent hyper bien là. Mais après, ça n'est pas notre pays. Non, Ça ça le reste sera leur jamais. pays. Et en fait, comme tu dis, il y a beaucoup trop de personnes qui arrivent, pas forcément qu'ici, hein, mais Non. qui justement se disent je vais pas apprendre la langue, Oui. je vais pas m'intégrer, je vais les fêtes un petit peu culturelles, je comprends pas, etc. Alors je dis pas la langue, je fais mon max, c'est-à-dire que c'est très compliqué par C'est moment, une langue qui est très difficile à apprendre, mais c'est elle ça. s'apprend. Hein. Oui, mais après je veux dire, même si tu dis ton savadika, kapunka, quand tu vas au magasin et que tu montres un intérêt T'essayes d'apprendre de quelques respect, phrases. de culture, c'est quelque chose qui est bien. La même chose Ouais. avec les fêtes, enfin, il faut s'intégrer parce que on est là, on adore la Thaïlande, mais parce qu'aussi on a envie qu'elle reste comme ça. Mais bien sûr. Mais de Et pas aussi, venir là en se disant, en mode je vais, colonisateur, ouais, un peu, en ouais, fait. je vais faire mon roi et je vais changer un petit C'est peu les ça. choses. Non, il faut être, enfin, et même pas qu'il faut, en fait, c'est totalement normal d'être respectueux du pays. Et justement, si on est là, c'est parce qu'on a envie que, Ça. c'est ça, mais si on est là aussi, c'est parce qu'on a envie que la Thaïlande reste la Thaïlande. Pas Exactement. que ça devienne, on va dire, une deuxième Europe ou quoi que ce soit. Par exemple, moi j'ai changé certaines de mes habitudes en vivant ici. Je pointe plus les gens du doigt. Parce qu'ici, mal perçu. c'est limite, tu fais un fuck, quoi. Alors maintenant, c'est intégré tellement en moi que c'est vrai que quand je pointe quelqu'un, tu sais, j'ai l'impression que c'est méchant ce que je fais. Donc je vais faire ça plutôt. Pareil, tu disais apprendre au moins quelques mots de la langue. J'ai ma femme de ménage qui vient depuis 1 an maintenant chez moi, mais je n'y parle qu'en thaï. Et c'est pas à elle de se faire chier à apprendre l'anglais. Elle bosse comme une malade et tout, et elle n'a pas le temps d'apprendre l'anglais pour les pharangues qui viennent et qui s'imposent. Donc c'est à moi de apprendre quelques mots en thaï pour pouvoir discuter avec elle, qu'elle se sente à l'aise, et ça lui fait extrêmement plaisir. Et une des réactions qui arrivent très souvent, c'est... Alors, il y a des personnes qui parlent anglais ici, bien sûr. C'est une langue internationale, mais il y a beaucoup de personnes de Thaï qui ne parlent pas anglais. Et une des premières réactions qu'on peut voir ou qu'on peut peut-être ressentir, c'est ah bah en fait, il parle pas anglais. Enfin, t'es un peu dans le jugement. Exactement. Alors qu'en fait, après, Bah, tu c'est normal. as envie de lui dire, mais en fait, t'es dans son pays, s'il parle pas anglais, c'est ton... Tu viens Enfin, en c'est... France, il y a plein de Français qui parlent pas anglais. Hein. C'est ça, c'est ça. Et comme tu dis, enfin, juste de s'intégrer et de pas vouloir changer le pays, quoi. En plus, Exact. la Thaïlande est tellement belle. La langue, ça reste encore quelque chose que j'aimerais beaucoup m'améliorer. Ça, C'est- j'avoue. Alors, j'ai les mots de base. Oui, non, bonjour, merci. Mais pour pouvoir vraiment avoir des... Tu vois, juste une petite discussion, comme tu dis, quelque chose Bah, le de plus simple, c'est basique. d'avoir des amis thaï. Hein. Ouais, C'est c'est le ça. plus simple. Après, par exemple, Adrien, lui, il prend des cours de thaï tous les jours. Ah ouais. Ouais, il le fait vraiment à fond. Maintenant, il arrive quand même à avoir des conversations en thaï. Il m'impressionne. Moi, j'arrive à comprendre maintenant des conversations vite fait en thaï, mais voilà, ça reste très basico-basique. Faut pas oublier un truc, c'est que pourquoi les Thaïs, enfin la majorité des Thaïs ne parlent pas anglais, simplement parce qu'en Thaïlande, t'as pas de classe moyenne comme en France ou en Europe de manière générale. T'as vraiment la classe basse. Tu vas dans la campagne à Isan, etc. C'est extrêmement pauvre. Et après, t'as une minorité de Thaïs qui sont très très riches, qui sont, je pense, bien plus riches que la plupart des expats ici, où eux, ils savent très très bien parler anglais. Il y a énormément de Thaïs qui n'ont juste pas accès aux mêmes éducations que nous en Europe, et c'est normal qu'ils parlent pas anglais, qu'ils sachent pas parler anglais. N'hésitez pas à vous renseigner sur le pays dans lequel vous allez quand vous voulez vivre dans un pays, et à prendre en compte que ça va être différent, va falloir s'adapter, et c'est ok avec ça. Est-ce que vivre à Bangkok t'a aidé à faire grandir ton business plus vite, ou est-ce que ça ralentit certaines choses? Non, ça a beaucoup aidé. Ça a
beaucoup aidé. Donc, ça n'a pas du tout ralenti les choses. Ça a vraiment fait avancer le business dans le sens où ici, on est vraiment concentré. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, avec Alex, alors en dehors de l'aspect économique ou différentes choses qui ont aussi aidé, ou de l'aspect pratique, comme on disait, tu peux commander à manger, t'as pas cette charge mentale, t'as tout qui est accessible. Nous, on s'est rendu compte que en étant ici, surtout au départ, on était concentrés et on était vraiment loin de tout ce bruit peut-être de critiques ou de jugements ou d'interrogations qu'il pourrait avoir si on était resté chez nous. Vraiment, là, on est dans notre bulle. La seule chose qu'on fait de la journée, en tout cas principale, après, voilà, il y a les activités, il y a podcast, il y a des choses. Exactement. Mais en soi, on est dans notre bulle, on est concentré. Il n'y a que ça en tête. Il y a pas. Je trouve que quand on est un petit peu chez nous, ce qui est aussi très chouette, mais du coup, tous les 2 soirs, t'as un verre ici, après t'as un truc en famille, t'as plein d'activités, ce qui est aussi très très bien. Ce qui est aussi très très bien parce qu'une fois que tu vis là, après tu as tes activités qui se construisent, toi tu auras plus une routine peut-être que moi, mais c'est vraiment d'être concentré et de pouvoir avoir juste une chose en tête, le business, et aussi d'être loin un petit peu de ce bruit ou en tout cas de cette pression-là. Dans le dernier podcast, je parlais aussi au départ de ma peur du regard des autres. Ça a mis totalement une barrière. Alors ça n'a pas tout enlevé, mais ça a mis une barrière où j'étais là, je postais, j'avais personne autour de moi et j'étais vraiment focus sur ce que j'étais en train de faire, vraiment. Encore plus quand tu es dans ce genre de condo dans lequel je suis, par exemple, tu as pu le voir par toi-même. Je disais à Elodie avant qu'elle vienne dans mon condo, tu verras, il y a une ambiance, tu sens que c'est des entrepreneurs qui sont à fond. Et ça te motive tous les jours à faire pareil, à prendre ton Mac et puis à bosser. Et ça, c'est un truc que j'avais jamais ressenti avant. Et être particulièrement ici, dans ce condo, c'est chouette parce que ça t'évite de procrastiner parce que tu vois vraiment les gens qui bossent. Et en plus, dans tous les cas, je trouve que être à Bangkok, ça t'oblige à bosser parce que comme tu n'as pas d'aide, tu n'as pas de RSA, t'as pas de chômage, t'as pas ceci, enfin t'as rien. En fait, c'est soit tu vis de ton business, soit tu dégages parce que tu peux pas payer ton loyer en fait. Et c'est très très motivant. Une chose, ouais, de pouvoir vraiment atteindre ses objectifs et d'être focus, en fait. C'est vraiment ça, d'être focus et d'avoir pas que ça comme objectif, mais on va dire un des objectifs premiers, à part le temps libre, le sport, peu importe. C'est le seul objectif ici. Et ça fait vraiment du bien. Donc ça aide vraiment à avancer, je trouve. Encore plus au départ, quand tu te lances. Ouais, c'est ça. C'est quoi la plus grosse surprise, positive ou négative, sur le fait d'être entrepreneur femme à Bangkok? En mauvais, je dirais, c'est que on peut se sentir seule en tant que femme entrepreneur à Bangkok, parce que tu as beaucoup d'entrepreneurs hommes, mais femmes, des vraies entrepreneuses qui gèrent leur business comme toi, il n'y a pas beaucoup. Et c'est vrai que moi, des fois, je peux me sentir un peu seule quand même, parce que je suis des filles qui sont entrepreneurs sur les réseaux, mais déjà, je sais pas si ce qu'elles disent, c'est vrai, c'est pas vrai. Enfin, tu peux pas vraiment savoir quand tu les connais pas. Donc, ok, je regarde de loin, mais je me dis, si ça se trouve, il y a plein de bullshit dans ce qu'elles disent. Tu vois, si ça se trouve, il y a papa, maman qui est derrière. Et d'ailleurs, il y a des fois des entrepreneuses où j'ai découvert que c'était ça. C'est dur à trouver. C'est très très dur. Ou alors, j'ai pas les bons réseaux, je sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, voilà, c'est assez vide. Et toi? Alors c'est vrai que j'ai fait pas mal de rencontres maintenant, mais c'est vrai qu'au départ c'était un petit peu compliqué, comme tu disais, de trouver quelqu'un qui te comprend aussi, qui vit un petit peu la même chose, autant des trucs positifs que négatifs. Donc ça a mis un moment quand même à arriver. Par contre, il y a une chose qui a beaucoup aidé, autant moi que Alex, pour trouver des choses, c'est les groupes Facebook. Ici, vraiment, les groupes Facebook, tu trouves ce que tu veux. Donc si tu as peur d'être seule, les groupes Facebook, c'est quelque chose où tu tapes ton activité, ce que tu recherches, les cowork. Il y a beaucoup d'hommes? Oui, oui, à chaque fois, moi, c'est que des hommes. Ah ouais, ok. Bon, c'est cool, après, c'est chouette de rencontrer d'autres entrepreneurs, mais à chaque fois, je me dis, il y a un jour où je vais trouver une meuf qui a construit son business ici, ou ça se passe comment? Et puis à chaque fois, t'as les entrepreneurs qui disent, oui, il y a ma copine qui s'ennuie, tu voudrais pas aller jouer avec elle? Tu sais, c'est limite ça, je suis en mode, mais vas-y. Si tu as peur d'être seule, écris-nous un petit message et on pourra monter un petit groupe de femmes entrepreneurs Oui. à Bangkok, Ça serait exactement. bien, hein. Mais je te rejoins, c'est Clairement. vrai que les contacts sont là et je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres femmes, comme tu as décrit, qui sont à Bangkok, qui parlent français. Déjà, il faut aussi, enfin, Oui, des aussi. personnes qui parlent français, Oui. faut pas, mais c'est vrai que c'est agréable de temps en temps de parler français. Moi, j'aime bien. Exactement, c'est ça. Mais de pouvoir vraiment trouver les bonnes personnes. Mais je te rejoins sur, au départ, c'est un petit peu compliqué. Ça se fait petit à petit, tu arrives à faire ton réseau, Oui. mais au départ, c'est compliqué, exactement. Et comment tu gères la solitude, on va dire plutôt par rapport à ta famille, tes amis qui sont à des milliers de kilomètres? Et super bien. J'aime bien voir mes potes, etc. Mais j'ai aussi un côté un peu introverti où en fait la distance
distance ne m'a jamais affectée en quoi que ce soit. Littéralement, tous mes potes, on est partout dans le monde. Et ça, depuis une dizaine d'années, c'est comme ça. Et en fait, ça ne m'a jamais vraiment affectée, la distance, parce que mes amis à qui je tiens vraiment, je sais que c'est pas parce que je les revois pas donc pendant 2 ans que le lien va se perdre. Et alors ça trie plein de personnes aussi. Oui, ce qui est pas plus mal. J'ai, on va dire, une dizaine de potes proches. On peut ne pas se voir pendant 3 ans. On va se revoir, ça va être comme si de rien n'était. Et j'ai beaucoup d'amis qui viennent me voir en Thaïlande. Derrière, ça n'a pas arrêté de s'enchaîner en permanence. Par exemple, j'ai une amie que j'ai m'étais faite en master. Dès qu'on peut, on voyage ensemble. On a fait le Sri Lanka ensemble, la Thaïlande. Là, cette année, je pense qu'on va faire le Laos. Enfin, c'est un autre type de relation, certes, mais moi, ça m'a jamais dérangée. Et pour te dire, ma meilleure amie, je pense que je l'ai vue. En réalité, ça fait quoi? Ça fait 6-7 ans qu'on se connaît, quelque chose comme ça. Et je crois qu'on s'est vu une dizaine de fois. En vrai, depuis le départ. C'est pas la Alors, distance qui fait la différence. et là, je vais la voir en juin, donc ça fait presque 2 ans qu'on s'est pas vu. Et on est tellement habitués à cette relation. Et pour ma famille, mais moi, j'ai pas de famille hormis ma mère. Donc en fait, je suis déjà habituée, on va dire, à la solitude familiale. Quand je fais le comparatif avec Adrien, qui lui a une plus grosse famille que moi, je peux comprendre que ça puisse être plus compliqué de partir de tout ça, surtout quand t'as des petits neveux, voilà, tu sais, les chos que t'as envie de voir. Voilà, je peux comprendre que ce soit plus compliqué, mais comme moi, j'ai, depuis que je suis née, été habituée à vivre sans famille, hormis ma mère. Ça ne me dérange pas, elle vient me voir de temps en temps, on part ensemble en vacances. Toi, Elodie, si tu devais arriver aujourd'hui sur Bangkok, quel type de logement tu prendrais? Qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Directement un condo. Et on s'est fait la réflexion, on a parlé de condo avant, sûrement que certaines personnes ne savent pas ce que c'est. Un condo, c'est un immeuble, en fait, d'appartements où il y a aussi des espaces communs. Donc, il y a une piscine, une salle de sport, des coworking, des salles qu'on peut réserver pour travailler. Enfin, c'est Pas partout. pas partout, mais dans un bon condo, si on veut vraiment une vie saine, comme on disait avant, Voilà. c'est vraiment ça. Donc, tu as des espaces de travail, tu as Tu peux ta avoir salle des de sport. 7-Eleven dans les condos aussi. C'est ça, il y a souvent un kiosque ou vraiment des machines à café, enfin que tu La payes, Taobin bien sûr, machine, la Taobin machine, bien sûr. exactement. Mais vraiment, un condo, c'est hyper pratique quand on trouve le bon, bien centré, parce que en fait, d'avoir juste une piscine, une salle de sport à disposition, tu dois pas partir. Enfin, vraiment, c'est un peu comme un petit village. C'est un village. Tu as tout à disposition et c'est vraiment des grands immeubles. Dans Bangkok, il y a des plus bas, il y a des plus bas, ouais, c'est vrai. Oui, parce que c'est vrai, on en avait un qui avait 4 ou 5 étages, t'as raison. T'as Ouais. des gens qui préfèrent les low-rise, surtout depuis le tremblement de terre. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est vrai qu'un condo, c'est l'idéal. T'as aussi des maisons, surtout à Satorn qui... On en a eu une. Ah bah en plus. Donc tu peux aussi avoir des maisons et tu peux aussi avoir des maisons avec les mêmes communs qu'un condo. Si t'aimes pas les condominiums, ouais, tu peux avoir piscine et salle de sport au milieu dans une sorte de petit village de maisons avec des jardins. Enfin, vraiment, en fait, il y a une richesse des logements à Bangkok qui est pas très connue parce que tout le monde veut condominium parce que le prix paraît bas au départ parce que c'est des cages à lapins. Parce que souvent on vient seul ou en couple, donc on va pas prendre une maison quand on est en couple parce que souvent t'as un étage, enfin voilà, ça fait grand pour juste ça. En fait, c'est vrai, pendant un mois, je sais même pas pourquoi je l'ai oublié, parce qu'on avait adoré. C'était une sorte de petite maison, hyper sympa. En plus, on en avait parlé la dernière fois, je sais pas, ça m'est sorti de la tête. On était un mois là-bas, et la même chose, il y a aussi salle de sport, piscine, Voilà. et c'est un petit peu un village. Alors c'était drôle, les maisons, c'était un peu des maisons sorties d'IKEA, elles étaient toutes identiques, mais c'était assez mignon, un peu village américain, ou je sais pas, et un peu comme une communauté. Donc tu as aussi on va dire un garde à l'entrée qui contrôle les voitures, les personnes qui rentrent, qui ressortent. Donc c'est hyper... ouais, la sécurité ici est incroyable. Et tu as aussi les espaces communs, donc un jardin, une piscine, une salle de sport. C'était vraiment sympa aussi des espaces pour travailler. Mais chacun avait du coup sa maison, c'était pas en hauteur mais en largeur. Le conseil le plus concret que tu donnerais à une femme qui hésite à tout plaquer pour venir entreprendre à Bangkok? D'éviter de venir sur un coup de tête. Préparez quand même vous psychologiquement et financièrement, qui est une base. Je ne serais jamais partie si mon business ne fonctionnait pas bien ou si j'étais, comme je disais au tout début, en train de fuir des problèmes. Ne partez pas parce que vous fuyez une vie que vous n'aimez pas. N'ayez pas cette mentalité de croire que partir à l'étranger parce que vous allez avoir les pieds dans le sable toute l'année à Bali, à Maurice ou où vous voulez, il n'y aura plus de problème. Ils seront toujours là. Donc partez parce que vous avez envie de changement, parce que vous avez envie de tester de nouvelles choses, découvrir de nouvelles personnes, un nouvel environnement. Ne vous dites pas
pas que c'est définitif. Il vous suffit de prendre votre billet retour si ça vous plaît pas. Donc n'ayez pas trop peur non plus. Pas de pression. Voilà, aucune pression. Enfin, le retour est toujours possible. T'as bien dit les choses. Bah, c'est terminé pour ce podcast numéro 2. Et on espère que ça vous a plu sur la vie à Bangkok finalement. Et bah, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3 sur une thématique peut-être un peu plus business, un peu plus diverse. On va vous amener plein de sujets très sympas à venir. Donc si vraiment vous n'avez pas envie de louper tout ça, vous connaissez la chanson, activez la cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.